Je suis magistrat et en tant que magistrat, je suis donc appelé à trancher des litiges qui opposent 2, 3, 4 parties entre elles. C'est dans ce cadre-là que nous œuvrons. Et lorsque on traite de la responsabilité de la presse, le litige se meut entre une personne qui estime avoir été maltraitée et un journaliste, un éditeur ou bien un média. Je ne parlerai pas des délits pour xénophobie et racisme parce qu'on en a parlé ce matin. Et justement, je pense que ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Moi, je vais plutôt envisager la situation du particulier, de l'individu, et donc pas d'une communauté défendue par la Ligue des droits de l'homme ou une autre association, mais l'individu qui porte son procès, qui porte seul sa réclamation devant des magistrats et qui dirige son action contre un auteur, un journaliste, ou bien un éditeur, ou bien la RTBF, ou que sais-je. Alors, quel est le cadre Le magistrat va donc être saisi de cette contestation-là et pas d'une autre, et c'est dans ce cadre-là qu'il doit se prononcer. Le système juridique comporte des règles très précises, mais aussi et d'abord beaucoup de fiction, et c'est ce qui va me permettre de me rattacher au premier exposé de cet après-midi. Il y a notamment effectivement la fiction que les êtres humains sont dotés de libre arbitre, qu'ils ont le choix du bien et du mal, qu'ils en ont d'abord conscience, et puis qu'ils ont le choix d'agir dans le sens du bien ou du mal, et que c'est précisément parce qu'ils ont cette capacité de libre arbitre qu'ils doivent être sanctionnés quand ils font le mauvais choix. Ça, c'est une des fictions du système juridique. Sans cette fiction-là, bien évidemment, pas de cadre juridique possible, en tout cas dans nos sociétés. Mais j'ai aussi retenu que finalement, c'est le cadre qui fait naître le libre arbitre. Et donc, finalement, cette fiction est nécessaire à la fois pour soutenir le cadre social et à la fois pour soutenir notre action individuelle. Une autre fiction qui est, je pense, très importante, mais qui est tout à fait sur laquelle il faut réfléchir, c'est qu'on attend du magistrat qu'il soit impartial. Alors bien sûr qu'on s'efforce d'être impartial, mais il est évident, et principalement quand des affaires sont particulièrement médiatiques, il est évident que ça ne favorise pas l'impartialité du magistrat et que c'est encore beaucoup plus difficile à ce moment-là et beaucoup plus dur de se détacher des attentes de l'opinion publique, voire quand elles sont exprimées, celles du pouvoir politique qui parfois ne se gênent pas pour nous dire comment nous devons trancher. C'est encore plus difficile quand il s'agit d'un jury d'assises. On n'y pense pas souvent, mais les jurys d'assises portent les affaires qui sont les plus médiatisées généralement. Et on demande à des personnes qui n'ont absolument pas pour métier la fonction de juger de pouvoir traiter en toute impartialité et en toute objectivité des causes qui sont portées devant eux, alors qu'il y a parfois un battage médiatique extrêmement important. Et donc, on est évidemment très souvent amené à s'interroger sur quelles peuvent être les limites de la presse lorsqu'elle rend compte d'affaires judiciaires. Alors, le cadre, je vais y venir assez brièvement, mais je pense quand même fondamental de rappeler que l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression. Et ce droit comprend la liberté d'opinion, la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières. L'alinéa 2 de cet article prévoit que l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions et restrictions. Mais il faut qu'elle soit prévue par la loi,
qu'il s'agisse de mesures nécessaires dans une société démocratique et qu'elles soient nécessaires à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre, à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, et que dans cette mesure, ou bien pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles, ou encore pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Donc le principe, quand même clairement affirmé, c'est la liberté d'expression, à laquelle des restrictions peuvent être apportées, mais elles doivent être prévues par une loi, et cette loi doit répondre à des exigences précises et fondamentales dans une société démocratique. L'article 19 de notre Constitution consacre également la liberté de manifester ses opinions en toute matière, tout en autorisant la poursuite des délits commis à l'occasion de l'usage de cette liberté, ce qui fait dire que l'article 19 n'autorise pas la censure, mais uniquement la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de sa liberté d'expression. Et 2 articles spécifiques de la Constitution ont été consacrés à la liberté de la presse. L'article 25 prévoit que la presse est libre et que la censure ne pourra jamais être établie et qu'il ne peut non plus jamais être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. Cet article 25 organise également la responsabilité en cascade. J'y reviendrai brièvement, mais bon, brièvement, vu que c'est technique. Et l'article 150, donc 2e disposition rien que pour le droit de la presse, dit que les délits de presse relèvent du jury de la cour d'assises, à l'exception des délits de presse inspirés par le racisme et la xénophobie. Donc le Constituant a attaché beaucoup d'importance à la liberté d'opinion et il a entendu protéger de manière tout à fait particulière la liberté de la presse. Selon la Cour de cassation, ces 3 dispositions constitutionnelles constituent le socle, le fondement de la liberté de la presse en Belgique. Mais, comme les articles 25 et 150 de la Constitution parlent spécifiquement du droit de la presse, la Cour de cassation a tout de même précisé que, selon elle, cela concerne uniquement les manifestations d'opinion et les informations qui sont contenues dans un corps écrit. Alors, pendant tout un temps, il n'y a pas très longtemps, jusqu'à peu, elle estimait qu'il fallait un corps écrit qui soit sous forme d'imprimé. Donc, on visait visiblement les journaux, les magazines, etc. Mais la Cour de cassation a réussi à étendre cette conception aux écrits sous forme numérique. Par contre, selon la Cour de cassation, n'est pas l'expression d'une opinion, une image, un dessin, des caricatures, ou encore ne tombe pas sous la définition du délit de presse selon la Cour de cassation, actuellement encore, les informations et les informations exprimées par les médias audiovisuels. Alors autant vous dire qu'il y a beaucoup de discussions en doctrine entre de savants juristes sur la portée qu'il convient de reconnaître à la notion de délit de presse. Faut-il, oui ou non, les étendre aux manifestations TV, audiovisuelles, ou bien, au contraire, la jurisprudence de la Cour de cassation peut-elle encore et toujours être raisonnablement tenue. Je vous avouerai que le débat me paraît personnellement assez stérile. Il est assez stérile parce que le délit d'atteinte à l'honneur que par la calomnie ou la diffamation soit ou non un délit de presse, il y a tout de même fort peu de poursuites pénales. Le délit de presse, il n'y a pas de poursuite pénale, mais même quand ce n'est pas un délit de presse, il y a tout de même fort peu d'occasions dans lesquelles une personne est poursuivie uniquement du chef de calomnie. Et donc, peut-être que le débat a symboliquement une portée, parce que si une loi
une œuvre législative vient dire que dorénavant tous les délits commis par voie de presse, y compris médiatique, relèvent de la cour d'assises, c'est une option, ou bien vient dire qu'au contraire tous les délits, même commis par voie de presse, relèvent des tribunaux correctionnels ordinaires. Bon, le législateur aura fait un choix, il aura pris position après qu'il y ait eu un débat, ce qui est toujours intéressant au sein d'une assemblée parlementaire, mais sur le terrain pratique, sur le terrain des suites qu'il pourrait être donné à ce choix, j'avoue que je suis assez perplexe. Je ne crois pas qu'il y aurait plus de poursuites si tous les délits pouvaient être poursuivis devant les tribunaux correctionnels, y compris les délits de presse. Et je ne crois pas qu'il y aurait moins de poursuites si tous les délits, y compris les délits commis par d'autres médias que la presse, relevaient de la cour d'assises. Je pense que le débat est assez théorique. J'ajouterai que quand on est poursuivi pour chef de calomnie, celui qui doit en répondre peut prouver qu'au moment où il a fait état de ces allégations calomnieuses, eh bien celles-ci étaient vraisemblables ou reposaient sur une base factuelle suffisante, même si elles se sont révélées totalement inexactes par la suite. Vous imaginez bien que le plaignant encourt un risque sérieux, d'une part de devoir établir à quel point les bases n'étaient pas suffisantes, à quel point le point de départ n'était pas sérieux, et en plus, bien entendu, il courra un deuxième risque qui est celui de la publicité qui pourrait être donnée à ce procès du chef de calomnie, et donc la personne qui aura été calomniée subira une deuxième fois le risque de subir une publicité extrêmement désavantageuse pour elle. Alors, qu'en est-il des poursuites civiles ? Jusqu'il y a très peu, d'abord on pense évidemment aux procédures qui se muent en référé, où on tente d'obtenir une mesure de censure. Alors, je vous l'ai dit, la Constitution dit très clairement que la censure n'est pas permise, mais la Cour de cassation a considéré fort longtemps que cette disposition, cette interdiction absolue ne valait que pour les écrits et donc pas pour les manifestations d'opinion ou d'expression d'une manière générale, autre que sous forme d'écrit. Par conséquent, pendant plusieurs années, des juges référés ont été saisis d'actions, notamment dirigées contre la RTBF, pour empêcher la diffusion d'émissions télévisées. Et il y a eu une division de la jurisprudence. Certains juges ont considéré qu'ils pouvaient censurer, c'est-à-dire interdire la diffusion de ces émissions en prenant cette voie restrictive qui leur était soufflée par la Cour de cassation, alors que d'autres ont dit mais non, pas du tout. L'article 19 de la Constitution dit très clairement « Je consacre la liberté d'expression et je ne permets que la répression a posteriori de ces abus et donc la censure n'est pas possible ». La Cour européenne des droits de l'homme a mis fin à cette controverse puisqu'elle est intervenue en mars 2011 pour décider que il n'y avait pas en droit belge de cette fameuse disposition légale requise par l'article 10 alinéa 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, donc cette disposition légale spécifique dans une société démocratique permettant une telle ingérence dans la liberté d'expression. Et donc la Cour de cassation a dit, eh bien non, la censure qui est pratiquée par certaines juridictions à l'égard d'émissions télévisées, eh bien c'est une mesure protectrice qui n'est pas conforme à l'article 10 alinéa 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cet arrêt est intervenu à la suite d'une émission de la RTBF au nom de la loi qui traitait d'erreurs médicales. Et c'était un médecin qui avait saisi la cour d'appel, d'abord le juge référé et puis la cour d'appel pour empêcher la diffusion d'une émission où il estimait qu'il était personnellement malmené.
il avait obtenu gain de cause en référé et devant la Cour d'appel, et ça avait été suivi par la Cour de cassation, et la Cour européenne a mis le holà et le point final à cette controverse. Donc, pas de censure possible, mais un retrait possible. Le retrait, c'est une mesure qui intervient a posteriori, lorsque l'opinion a déjà connu une certaine diffusion et qu'il a peur que cette diffusion est manifestement gravement dommageable pour une personne. Il y a eu notamment le cas de la juge d'Outrève, je ne sais pas si vous vous souvenez de la juge d'Outrève, qui avait préparé son audition devant la commission parlementaire du Trou. Elle avait consigné ses notes et puis je ne sais pas comment, je ne sais plus comment, enfin bref, un journaliste était tombé sur ces notes et elles avaient été diffusées dans un magazine. Et la juge d'Outrève avait saisi le juge des référés et ensuite la Cour d'appel pour demander le retrait de la vente de ce magazine en invoquant son droit à la vie privée. La Cour d'appel a admis le retrait, a fait droit à cette demande, et la Cour de cassation a considéré que la Cour d'appel n'avait pas, en ordonnant le retrait, ordonné une mesure de censure, puisque l'hebdomadaire avait déjà reçu une large diffusion au moment de l'ordonnance de retrait, et elle a également considéré que ce retrait n'était pas contraire ni à la Constitution, ni à la Convention européenne des droits de l'homme. Et sur ce point, un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme a été rendu en 2006 pour dire qu'en effet, ce retrait n'était pas contraire en tant que tel à l'article 10, alinéa 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, vous voyez, pas de censure, mais retrait néanmoins possible en certaines circonstances. Je pense quand même que les juges resteront extrêmement timides face à cette mesure. D'autant que les conditions du référé requièrent certaines conditions particulières. Il faut notamment qu'il y ait urgence, il faut aussi peser les intérêts en présence. Quand la publication a déjà largement eu lieu, on peut considérer que l'urgence est peut-être dépassée. Et quant à sous-peser les intérêts en présence, on va le voir dans la suite du contentieux civil. Les intérêts en présence, c'est souvent c'est l'intérêt d'une personne et effectivement l'atteinte ou le risque d'atteinte qu'elle subit, mais comparé à l'intérêt de la généralité des citoyens, qui est le droit d'être informé. Et ce droit d'être informé est considéré visiblement comme une chose extrêmement importante, non seulement par les juridictions belges, mais également par la Cour européenne. Alors, bien souvent, ce sont des demandes en réparation a posteriori qui sont formées devant les tribunaux. Et là, on a des personnes qui réclament soit des dommages et intérêts, soit et ou la publication du jugement à intervenir. Alors, qu'est-ce qu'on invoque dans ces cas-là ? On invoque une disposition qui est très connue des juristes, qui est l'article 1382 du Code civil, qui dit que toute personne doit réparer le dommage qu'elle a causé par sa faute. Donc, il est bien question de faute et il est donc bien question de savoir, lorsqu'il s'agit d'examiner la responsabilité des journalistes, de quelle faute et sur quel terrain on va s'engager. D'abord, contre qui l'action est-elle intentée ? C'est ici qu'on rencontrera brièvement le problème de la responsabilité en cascade, mais lorsqu'il s'agit d'écrits, l'action sera intentée contre le journaliste, puisqu'elle ne peut être intentée contre l'éditeur que si l'auteur n'est pas connu ou pas domicilié en Belgique. Alors, ce sera donc le journaliste, en principe, qui se trouvera aux premières loges, mais généralement aussi accompagné de l'éditeur, auquel on va reprocher une faute distincte. Particularité, c'est lorsque le journaliste se trouve sur les liens d'un contrat de travail, la jurisprudence considère qu'en ce cas, il ne répond que de sa faute lourde. Et donc, par conséquent, il ne se retrouve pas nécessairement mangé à la même sauce que le journaliste indépendant.
Quant à l'éditeur, son employeur, la jurisprudence considère qu'il n'est pas civilement responsable de son employé dès lors qu'il est dans les conditions pour invoquer la responsabilité en cascade. Donc les voies sont assez rétrécies, si je puis dire, pour la personne qui s'estime victime d'un article de presse, par exemple. Je ne parlerai pas de tout le volet Internet puisqu'il sera abordé par la suite. Je laisse donc ce volet-là de côté. De quel fait répond-on? Alors, il ne faut pas une intention de nuire, c'est déjà ça. Et le juge va apprécier les faits d'une manière extrêmement concrète. On appelle ça une appréciation in concreto. Il prendra donc en considération la profession et le niveau d'études de la personne qui a été mise en cause, le type de média qui aura été utilisé, la nature de l'information, selon qu'elle est plus ou moins pertinente pour une société démocratique, c'est une notion qui revient très fréquemment, l'identité de la personne qui a été visée, selon qu'il s'agit d'un personnage public ou d'un personnage privé, les circonstances de temps, de lieu, etc. En ce qui concerne en particulier la responsabilité d'un journaliste, mais également de toute personne à l'origine de la diffusion d'une information, et donc de toute personne qui diffuse une information ou une opinion, sa faute pourra consister soit dans la violation d'une prescription pénale, ce sera alors une infraction, soit encore dans la violation d'un principe général de prudence. Et la jurisprudence énonce qu'il est communément admis, tant par la déontologie des journalistes d'investigation que par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et par la jurisprudence interne, que les principes suivants doivent être scrupuleusement respectés. Et ici, il faut distinguer deux étapes. S'agissant de faits, il convient que leur véracité soit recherchée dans toute la mesure des moyens mis à la disposition du journaliste, qui doit agir avec objectivité, loyauté et discernement. Cela implique notamment le recoupement et la vérification des sources d'information. Et ensuite, s'agissant des jugements de valeur qui accompagnent bien souvent la relation de fait et qui ne peuvent pas, eux, être soumis à la même exigence d'exactitude et d'objectivité, la jurisprudence dit qu'il convient de ne pas tomber dans l'injure ou dans l'atteinte fautive à l'honneur ou à la réputation. Donc, premier volet, vérification des faits, c'est une obligation de moyens, c'est-à-dire que le journaliste doit effectuer un travail raisonnable de vérification. Il doit s'appuyer dans la mesure du possible sur des données contrôlables et accessibles pour lui. S'il est mis en cause, il y a un renversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire que c'est lui qui va devoir démontrer la qualité de son travail de vérification, tout en protégeant le secret des sources. Pourquoi ? Parce que celui qui demande réparation n'est pas en mesure d'établir que le journaliste a travaillé correctement. Alors, vérifier veut dire, à tout le moins, recouper l'information avec d'autres sources, interroger les personnes qui peuvent l'être, s'assurer que l'on dispose de documents fiables. L'intensité de vérifier les faits augmente en principe avec la gravité des imputations rapportées, l'importance du préjudice qu'elles sont susceptibles de faire subir à la personne. Elle augmente aussi avec les moyens d'investigation dont dispose le journaliste. Mais toutefois, quand il s'agit de personnes publiques, c'est-à-dire de personnes en particulier qui exercent une parcelle de la puissance publique, ces personnes-là bénéficient d'une moins grande protection. On considère qu'elles doivent accepter que les informations qui les concernent soient peut-être plus critiques, plus lapidaires, plus provocatrices. Dans tous les cas, il faut trouver un équilibre raisonnable
dit la jurisprudence, entre la liberté d'expression et le droit au respect de la vie privée. Alors, cet équilibre raisonnable, on ne va pas l'apprécier de la même manière s'il s'agit de particuliers ou bien au contraire s'il s'agit de personnages publics. La RTBF a été condamnée pour avoir, lors d'une émission sur la disparition d'une personne pendant 28 ans, d'avoir fait une émission après la réapparition de cette personne. Elle avait donc, on avait interrogé la famille et les personnes interrogées avaient demandé tout de même à ce qu'elles puissent être entourées d'une certaine discrétion en ce qui concernait leur identité. Comme visiblement la RTBF n'entendait pas se conformer à ce qui avait été convenu, eh bien, elle a été condamnée pour avoir omis de supprimer l'anonymat, pour avoir omis de protéger l'anonymat et pour avoir omis de supprimer les images qui étaient susceptibles de permettre l'identification des personnes. Par contre, quand il s'agit de personnes qui occupent une place visible dans la société, on considère qu'elles doivent tolérer que soient diffusées des informations, même lorsqu'elles relèvent de leur vie privée et a fortiori de leur vie publique. Ainsi, une chanteuse s'était plainte qu'on avait dévoilé son état de grossesse dans la presse et le tribunal lui a répondu qu'elle n'avait pas à s'en plaindre parce que son état de grossesse suscitait l'intérêt légitime de ses fans, qu'elle était un personnage public et que le journaliste ne pouvait tout de même pas imaginer que cet état de grossesse devait garder un caractère totalement confidentiel et secret. Mais donc, ce qui a été pris ici en considération, c'est l'intérêt légitime du public que cette personne suscite en raison de son activité professionnelle. En d'autres termes, les personnes qui s'exposent au regard public, soit parce que ce sont des artistes, soit parce que ce sont des personnes qui exercent une mission publique, doivent accepter que leur vie privée tombe plus facilement dans le terrain de l'opinion publique et de la connaissance publique, puisqu'elle suscite l'intérêt légitime du public. Alors en ce qui concerne les opinions, c'est un peu le même régime, c'est-à-dire qu'on admet qu'une certaine exagération, l'humour ou la dérision doivent pouvoir être tolérés, surtout à l'égard des personnes publiques qui doivent supporter davantage de critiques, même avec une certaine dose d'exagération. Et la presse peut même faire preuve de provocation à leur égard. Alors finalement, à la limite, c'est que le journaliste ne peut pas porter atteinte de manière intolérable à l'honneur et à la réputation des personnes, ou qu'il ne peut pas poursuivre l'unique but de ridiculiser ou de dénigrer quelqu'un. Et là, on tombe bien entendu dans des appréciations de faits. Et bien entendu, on ne pourra pas empêcher un magistrat, de faire preuve d'une certaine subjectivité, puisqu'il s'agit effectivement de sonder les reins et les cœurs pour voir quel était l'unique but, ou qu'il s'agit tout simplement de dire ce qui est intolérable à ses yeux. Par exemple, a été condamné un quotidien qui traitait un médecin de charlatan, hautement qualifié, dans un article qui voulait informer le public sur des thérapies contre le cancer non traditionnelles, mais en même temps, on a considéré que cet article ne démontrait pas, avec des données suffisamment fiables et nombreuses, que ce médecin trompait sciemment les patients et prodiguait des thérapies inefficaces. Trompait sciemment, pourquoi ? Parce qu'il était traité de charlatan. Le journaliste s'abstiendra en principe de proférer des accusations inconsidérées sur la base d'informations non sérieusement vérifiées, dans une source directe ou à tout le moins dans une source indirecte mais fiable. Il doit s'abstenir de porter des accusations et de présenter des personnes comme coupables alors qu'elles n'ont pas été jugées et condamnées par le tribunal compétent. Il sera particulièrement attentif, nous dit la jurisprudence, lorsqu'il met en cause une personne qui est tenue à un devoir de réserve et qui ne peut donc pas s'exprimer à son tour pour faire valoir ses propres arguments. Et là, on trouve évidemment certaines décisions rendues par des magistrats à la demande d'autres magistrats qui ont été mis en cause par la presse, mais à titre personnel.
et la jurisprudence rappelle que si on a bien évidemment le droit de ne pas être d'accord avec une décision d'un tribunal et qu'on a le droit de la libre critique par rapport à toute décision judiciaire, il n'est pas permis de mettre en cause la personne même du magistrat. Et c'est ainsi, par exemple, que le père Ubu a été condamné pour avoir traité une magistrate de personne hystérique, incompétente, furie hystérique d'extrême gauche et infecte. On imagine en effet que ces qualificatifs dépassent largement la critique mesurée d'une décision de justice. Il faut savoir aussi que quand un magistrat est traité comme cela, il ne peut pas réagir, et que non seulement il ne peut pas réagir, mais qu'il n'a même pas droit de répondre, puisque le droit de réponse pour les magistrats est ou non exercé par leur autorité hiérarchique supérieure, qui généralement n'en fait nul usage. On dit souvent que les journalistes sont tenus de respecter la présomption d'innocence des personnes lorsqu'ils relatent des affaires judiciaires en cours. Jacques Anglebert, dans son dernier ouvrage, a très bien démontré que c'est une confusion complète. La présomption d'innocence est une règle de procédure, c'est un principe général qui s'applique aux juridictions au moment où elles sont appelées à juger des faits commis par une personne qui est poursuivie devant elles. Mais la présomption d'innocence n'est pas une obligation qui pèse sur les journalistes. Mais cela ne veut pas dire qu'ils peuvent faire n'importe quoi. On considère que les journalistes, la presse, doit en tenir compte. Bon, alors, ça veut dire quoi, tenir compte de la présomption d'innocence? Ça veut dire agir de bonne foi, en respectant le travail judiciaire, en ne cherchant pas à influencer l'attitude des autorités chargées de juger les personnes, en ne jetant pas le discrédit sur le travail pour faire pression sur les magistrats ou sur le jury d'assises, ou encore sur les enquêteurs ou sur les décisions, et en rappelant tout de même à l'opinion publique sur lesquelles ces médias influent, que tant qu'une personne n'a pas été condamnée, elle est présumée innocente. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Il ne m'en reste plus. Bon, bien alors je vais conclure. Dans cette balance entre le respect de la vie privée et le droit à l'honneur, d'une part, et d'autre part, la liberté d'expression et le droit de la presse en particulier, il est, à mon sens, assez clair que la primauté est accordée à la liberté d'expression. Et elle est accordée à la liberté d'expression, pourquoi ? Mais parce que, comme je vous l'ai dit, les magistrats mettent en balance d'une part un intérêt particulier par rapport à un intérêt général. Je pense qu'on aurait tout à fait tort de lire cette jurisprudence en disant que d'un côté, on met en balance l'intérêt d'un particulier par rapport à l'intérêt d'un groupe de presse ou d'un journaliste. Je pense que ce serait une vision tout à fait erronée. Pourquoi ? Mais parce que cette jurisprudence vaut pas seulement pour les journalistes, elle vaut pour n'importe lequel d'entre nous qui, sans être journaliste professionnel, use de ses connaissances des réseaux sociaux, d'Internet, de tout autre moyen pour porter des informations à la connaissance des autres. La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt très important pour dire que l'activité journalistique ne se limite pas aux journalistes. Elle se limite à toute personne qui informe, qui diffuse de l'information. Et donc, ce qu'il faut bien percevoir, en plus de tout ce qu'on a déjà dit sur le caractère essentiel de la liberté d'expression comme vecteur essentiel de formation d'une opinion, la liberté d'expression telle qu'elle est protégée, telle qu'elle est mise en œuvre par les juridictions et par la Cour européenne, elle l'est non pas dans un intérêt particulier ou dans l'intérêt d'une presse, elle l'est dans l'intérêt de chacun et de chacune d'entre nous qui déciderait de diffuser des informations à la connaissance de tous.
Voilà, donc je reste ici.